Bonjour, alors la question du jour, est-ce que la méditation de pleine conscience est subversive? Ah, c'est intéressant ça. Est-ce qu'en méditant, on peut changer le monde? Eh bien, oui. Alors, comment? Parce qu'on s'imagine que la méditation, on va sur son coussin, on fait rien, et puis après on revient dans la société. Ça nous permet de supporter tout ce qui est présent, là, en tout cas d'être plus cool, plus relax avec tout ce qui se passe autour de nous. Là, c'est l'image qu'on peut en avoir quand on regarde ça de loin. Quand on pratique, on n'a plus vraiment cette même vision parce qu'on en fait l'expérience et on sent en soi ce qui se passe quand on médite. Qu'est-ce qui se passe quand on médite en soi? Il y a plusieurs choses. On vit dans deux formes de société. On vit dans la société au sens large, puis on vit dans une micro-société, notre famille, les gens qui nous sont proches. Alors après, il y a peut-être parmi vous également ceux qui vivent seuls. Mais je vais rester quand même dans un sens plus large. Donc, dans cette société au sens large, on a différentes choses autour de nous. Et on a notamment tout un univers qui nous propose un certain idéal de vie, avec licité, avec certaines injonctions. Et on va les suivre tout du long de notre vie, ou pas, en tout cas avec certaines idées. Et on va faire ça souvent avec pas mal d'automatismes. Ce qui va se passer quand on va apprendre à méditer, on va prendre conscience de ces automatismes. Tiens, là en fait, je suis en train de suivre ce que me dit la publicité. Et tiens, là, c'est marrant, il y a tel type de publicité que je ne suis pas, et il y a tel type de publicité que je suis. Tiens, c'est intéressant ça. Pourquoi celle-ci je les suis, pourquoi je ne les suis pas? Ah tiens, je remarque que celle que je suis, c'est parce que ça correspond à... Ah tiens, cette autre forme de société, un peu plus petite, qui correspond à mon cercle amical ou à mon cercle familial. Donc on va venir observer ces choses-là, et puis on va venir également observer en nous certains élans. Par exemple, quand on va voir quelque chose, quand quelqu'un va nous parler de quelque chose, on va sentir en nous peut-être le désir, l'envie, tiens, moi aussi je veux ça, si j'avais ça, je me sentirais plus heureux. Et on va pouvoir observer, mais tiens, chaque fois que j'ai cette chose-là, que je fais cette même chose, oui, je suis heureux, mais en fait, je suis heureux l'espace d'une minute, l'espace d'une journée, l'espace d'une semaine, puis après, ça fait plus sens, je me sens pas bien, et puis je me sens de nouveau mal, et en fait, je cherche de nouveau quelque chose d'autre qui m'apporterait cette joie, cette sérénité, où je me sentirais bien. Et donc, je boucle comme ça. Ou peut-être qu'on va pouvoir constater en méditant que, en fait, on se sent souvent en insécurité. On a l'impression que les autres, quand nous parlent, eh bien, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça, et que si on ne fait pas comme ça, c'est qu'on n'est pas assez bien. Donc on va se sentir un petit peu agressé et on va venir comme ça, de façon un petit peu frénétique, pour se rassurer à faire comme les autres. À vouloir avoir, nous aussi, la belle voiture, à vouloir avoir la grande maison, à vouloir avoir le chien, à vouloir avoir le trampoline, la piscine, à vouloir partir en vacances au bord de la mer, à vouloir partir en avion à l'autre bout du monde. Et puis on s'épuise, comme ça, et puis à un moment donné, on vient se poser, et on se rend compte que ça fait pas vraiment sens pour nous. Et on va venir aussi observer quelque chose de plus agréable, de différent, qui est que finalement, il y a des moments où dans notre vie, on se sent juste bien, comme ça. Et on n'a pas besoin de toutes ces choses-là qui nous sont vendues par des publicitaires, qui nous sont recommandées par des amis qui se sont éclatés dans ce voyage ou en faisant telle ou telle activité. Et que ces choses-là dans lesquelles on sent bien sont finalement plutôt simples, car elles correspondent à des besoins simples de notre physiologie, parce que nous sommes des êtres biologiques. Nous avons une physiologie qui nous indique telle chose et telle chose sont bonnes pour nous, et on se sent bien là-dedans. Ça va être simplement de se sentir en contact avec les siens, avec des gens qu'on apprécie. Ça va être d'être en contact avec la nature. Ça va être notre relation à notre corps. Se sentir bien dans le corps après avoir fait une séance de yoga, après avoir marché quelques heures, après avoir fait une activité physique, sportive. Et finalement, ces choses-là, c'est simple et ne nécessitent pas grand-chose souvent pour les faire. Et une fois qu'on a pris conscience comme ça que finalement, ce qui nous fait du bien, c'est pas d'accumuler un certain nombre de choses, d'accumuler un certain nombre d'expériences, de visionner de façon frénétique sur notre téléphone différentes news, etc. On va certainement faire le choix de faire d'autres choses avec notre temps, avec notre argent,
et reconfigurer comme ça notre quotidien. Et en cela, on va modifier la société dans laquelle on vit, on va un peu à l'encontre des règles qui ne sont implicites, certes, mais que nous suivons dans nos sociétés occidentales d'hyperconsumérisme. Cela a un côté subversif au niveau de la société globale, mais elle peut avoir aussi un côté subversif au niveau de notre micro-société. La micro-société, donc, un peu moyenne du cercle amical, et puis la micro-société plus élémentaire au niveau familial. Pourquoi ? Parce que là aussi, on vient se reconnecter à ces différentes choses. Tiens, là, je me sens bien quand il se passe telle interaction. Quand il se passe telle interaction avec les amis, je me sens bien. Quand il se passe telle chose, je me sens pas bien. Je me sens en insécurité. Et donc, peut-être que là, auparavant, on laissait les personnes nous dicter ce qu'il fallait qu'on soit, ce qu'il fallait qu'on fasse. On va apprendre à poser des limites, ou à faire un pas de côté, à ne pas répondre, à laisser les choses aller au lieu d'être systématiquement au service de l'autre. Et ça, quelque part, c'est subversif aussi, parce qu'on va venir agiter un petit monde, et ce monde-là va devoir retrouver un équilibre. Et donc pour les gens autour de nous, quand on commence la méditation, ça peut être aussi quelque chose de désagréable pour elle, qui vient les titiller. Tiens, elle se comporte plus comme d'habitude, je peux plus compter sur elle comme avant. Je peux plus compter sur elle, est-ce vraiment qu'on peut plus compter sur une personne qui médite? Ou est-ce que c'est que auparavant, nous bénéficions d'avantages dont nous ne prenions pas conscience au détriment de cette personne qui nous les apportait? Intéressant. Peut-être que là, c'est autour de la personne qui bénéficiait de cela, de se mettre à méditer. Tiens, c'est quoi la relation que j'ai envie de nouer avec les autres? Est-ce que c'est vraiment que les autres soient mal en étant avec moi pour que moi je sois bien? Donc, ça peut venir changer les choses, ça peut venir aussi, des fois, et c'est là où on peut aussi venir dire, tiens, c'est subversif, ça change les gens, c'est bizarre, peut-être même que certaines personnes vont venir dire, depuis qu'il médite, il est sous emprise, etc. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à venir reconnaître que c'était elles-mêmes qui bénéficiaient de choses au détriment de l'autre. Je garde évidemment l'optique, la possibilité qu'il arrive qu'il y ait des personnes qui abusent, qui se présentent comme des enseignants de méditation, mais qui vont mettre des personnes sous emprise. Évidemment, le risque peut exister, mais globalement, il est quand même assez rare, et c'est peut-être plutôt une reconfiguration des dynamiques au niveau de la famille, au niveau du cercle amical qui se fait, un équilibre à retrouver. J'espère que je vous ai éclairé avec cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur un autre relatif à la méditation de pleine conscience, je vous invite à les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt.